Bonsoir. Écoutez, nous sommes heureux, Jérôme Duval-Hamel et moi-même, de vous proposer ce soir cet entretien très particulier sur y a-t-il un dessin art Faber? C'est une bonne question parce que c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un partenariat très engagé et amical et ancien avec Jérôme, et nous avons souhaité montrer dans le dessin contemporain quels sont les rapports des artistes avec les mondes économiques. Et nous avons eu la chance de pouvoir éditer avec Art Faber un album que vous pourrez avoir à la fin de cet entretien et qui vous permettra de mieux entrer dans ce domaine. Merci à Art Faber. Merci Christine. Juste deux petits mots. Pour vous souhaiter d'abord la bienvenue dans ce moment Art Faber. Merci à nos amis européens, mais aussi à nos amis d'outre-Atlantique, puisque nous avons des Canadiens aussi ce soir. Donc on est très honoré de la présence du conservateur du musée d'Ottawa qui est venu pour nous. Et Art Faber ce soir, c'est un moment assez singulier. C'est un moment pionnier. Parce que aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'économie, mais aussi dans l'histoire des sciences, nous allons présenter l'Art Faber du dessin. En 2023, nous avions le collectif Art Faber, soutenu par l'UNESCO, dans le cadre de notre programme, avait publié la première anthologie Beaux-Arts Art Faber, dans lequel il y avait bien entendu le dessin. Et une femme très dynamique, experte en dessin, très engagée, avec un esprit entrepreneurial fort, c'est d'ailleurs ici qu'elle a reçu le prix franco-allemand des secteurs culturels, Christine Fall, nous a dit c'est pas possible, il faut que l'Art Faber dessin ait sa place et son expression. Et donc aujourd'hui, nous livrons cette première expression de l'Art Faber dessin en tant que tel. L'Art Faber dessin, c'est quoi? C'est tous les dessins qui ont pour thème les mondes économiques, le travail, l'entreprise, l'agriculture, la crise environnementale, la crise sociale, anciens et contemporain. Alors, aujourd'hui, c'est une innovation à 3 titres. Premier titre, Christine l'a évoqué, un album que nous venons de publier, qui vous sera distribué tout à l'heure. Premier album d'Art Faber dessin, contemporain et ancien, avec des textes d'experts, avec des textes d'artistes, et tout ça mené de main de maître par notre éditrice, qui je ne sais pas où elle est, voilà exactement, Marie-Hélène Arbus et le groupe Beaux-Arts. Et donc, cette album est vraiment une première pour nous et nous sommes très heureux de pouvoir le distribuer, le partager ici. Deuxième innovation, vous aurez pour la première fois dans notre histoire et même dans l'histoire un parcours Art Faber tout à l'heure dans toutes les galeries. Un comité Art Faber, Drawing Now, a sélectionné des œuvres d'art, des œuvres de dessin contemporain qui traitent de notre sujet, les mondes économiques, et vous pourrez les découvrir dans toutes les galeries. Ce parcours, il est probablement le prélude à d'autres parcours Art Faber dans d'autres expositions, dans d'autres arts. Mais aujourd'hui, c'est une première. Et la présence du dessin est importante dans ce parcours, parce que vous verrez une signalétique Art Faber. Et cette signalétique a été conçue par, à l'origine, Umberto Eco, qui rêvait qu'un jour, il y ait un parcours. Alors, on ne connaissait pas encore le mot Art Faber, mais un parcours de cette thématique dans les foires. Donc nous y sommes. Ensuite, c'est un mot, Art Faber, qui a été inventé avec le Centre Pompidou et par une femme aussi de tempérament, Chloé Pittiot. Et c'est un logo qui a été dessiné par l'une des anciennes élèves de l'École nationale des arts décoratifs, lauréate du prix des anciens, et avec qui nous avons eu l'honneur de faire l'exposition d'hommage de la France au Bauhaus, et qui a été présentée donc à Berlin avec sa série de dessins Salomé Maquet. Troisième innovation, c'est vous, parce que c'est la première fois où on va avoir un dialogue entre artistes, experts, directeurs d'école, conservateurs de musées, sur l'Art Faber. Et j'espère qu'ils vous permettront de découvrir de nouvelles œuvres, de nouvelles thématiques, mais aussi peut-être de redécouvrir des œuvres que vous connaissez sous un angle nouveau, sous le prisme de l'Art Faber. Voilà, alors je vous laisse la parole, mais peut-être pour conclure, tous ceux qui sont férus d'esprit pionnier, tous ceux qui ont l'âme artistique et puis aussi la conscience sociale et économique,
Eh bien, j'espère que maintenant, tout à l'heure avec l'album et après dans le parcours, vous aurez matière à vous satisfaire. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre venue. Donc, comme le disait très bien Grégory, nous allons nous attarder sur ce vaste sujet qui est l'Art Faber et donc la représentation des mondes économiques dans l'art, qui est tout un sujet auquel s'emploie le collectif Art Faber, qui est intégré au laboratoire d'art, économie et de droit de l'université Panthéon-Assas. Et nous reviendrons plus tard sur la définition justement de ce qu'est l'Art Faber, pour poser un petit peu les bases de cette conversation. Mais en tout cas, non seulement nous allons aborder ce sujet très riche, comme je l'ai dit, mais nous allons plus précisément nous attarder sur les spécificités que présente le dessin, puisque, comme nous le savons, le dessin est un médium qui a quand même tardé à se voir reconnaître sa pleine autonomie et qui a longtemps été relégué au stade d'outils à être au service de l'industrie. Et justement, c'est en ça que le parcours qui est ici au sein de la foire est intéressant, parce qu'il nous donne un petit aperçu en 10 œuvres de la diversité de formes que peut prendre l'Art Faber au sein du dessin, et à nous montrer aussi qu'il ne s'agit pas seulement de création critique ou dénonciatrice, mais aussi laudative, et en tout cas qui prennent une diversité de formes, et nous allons en parler tout à l'heure. Donc, sans plus m'attarder, je vais présenter mes invités qui vont en parler avec moi. Donc à mes côtés, Laure Tixier, artiste qui présente son travail ici au sein du parcours Art Faber, qui est représenté par la galerie Analix Forever. À ses côtés, donc Grégory de Sauvage, que vous venez d'entendre parler, conservateur au musée de Liège et membre du collectif Art Faber, et Emmanuel Thiblou, directeur de l'école des arts décoratifs et commissaire d'exposition de la Triennale d'art et de design de Dunkerque, sur laquelle nous reviendrons ici aussi parce que elle soulève en tout cas bien des questions intéressantes dans le cadre de cette conversation. Donc peut-être commençons par le commencement, posons les bases de cette conversation, définissons ce qu'est Art Faber, un petit peu qu'est-ce qu'englobe cette notion, et surtout depuis quand on peut dire que l'Art Faber existe, depuis quand et sous quelle forme les mondes économiques s'immiscent-ils dans la création? Alors, l'Art Faber rassemble les œuvres d'art qui ont pour thème le travail, et plus généralement les mondes économiques, de manière un peu plus large, à toutes les époques et en tout lieu. C'est un domaine de compétences qui a été assez peu analysé, si ce n'est de façon substantielle ou parcellaire. Et donc l'intérêt de regrouper cet art estampillé Art Faber, c'est justement d'avoir une étude qui soit plus large et qui puisse embrasser différents domaines de compétences. Alors comme le disait Umberto Eco, qui regrettait qu'on n'analyse pas assez cet Art Faber, cet art du travail, il lui semblait nécessaire que cet art qu'on retrouve partout de façon traversante devait qu'il était nécessaire en tout cas de l'étudier. Alors pour cela, un collectif qui est le collectif Art Faber a été créé, qui est coprésidé par Jérôme Duval-Hamel qui vient de prendre la parole et que je salue, mais également Lourdes Arispé. Ils sont tous deux professeurs à Paris Panthéon-Assas et ils ont ouvert la voie à cette interrogation. Alors il y a différents membres qui ont rejoint le collectif, qui sont des membres pluridisciplinaires et internationaux. On retrouve différents pays européens qui sont intégrés à cette recherche. On a la Grèce, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, la Belgique, bien évidemment la France, mais également les États-Unis de façon générale. Alors, on édite, on s'intéresse à la poésie, on s'intéresse à la littérature, on s'intéresse aux beaux-arts, bien évidemment, avec nos deux maisons d'édition qui travaillent avec nous, qui sont Beaux-Arts Magazine, mais également Actes Sud. Nous allons par ailleurs éditer très prochainement un ouvrage qui sera consacré au cinéma Art Faber. Donc, pour les intéressés, il sortira très bientôt. C'est évidemment l'occasion ici à Drawing Now de se démarquer, comme le disait évidemment Jérôme, et au travers de 10 artistes qui ont été épinglés, avoir un espèce d'itinéraire qui traverse la foire et qui représente
des dessins qui traitent de l'art Faber et qui montrent à quel point ça reste un sujet qui est éminemment contemporain. Et donc, si ce champ d'études existe, c'est parce que il y avait effectivement un objet d'étude, comme vous l'avez bien dit, qui a une grande ampleur chronologique et géographique. Est-ce que, Emmanuel, vous voudriez bien revenir un petit peu sur, selon vous, la manière dont cet art Faber s'est introduit dans la création et sous quelle forme ? Oui, oui, bien sûr. Donc, je vais vous parler depuis le... Bon, il y a 36, 50 façons de répondre. Donc, je vais vous parler depuis la position qui est la mienne, qui est une double position, donc de directeur de l'école des arts décoratifs et de commissaire de cette triennale, donc qui n'est pas art et design, mais art et industrie. Et donc, et ce qu'il y a de commun entre la notion d'art décoratif et ce binôme, ce couple d'art et d'industrie, c'est précisément le rapport au travail, le rapport à la technique, le rapport à la production. Ce qui peut distinguer la notion d'art décoratif de la notion de beaux-arts, c'est l'idée que la technique, que le faire, que la production fait partie intégrante du travail de l'artiste, qu'il n'y a pas cette partition, disons, entre le concept, entre l'art comme causa mentale, ça c'est vraiment le paradigme des beaux-arts, et puis vous avez le paradigme des arts décoratifs qui considère qu'il y a une articulation étroite en fait entre la pensée et le faire, entre la conception et la technique, et que la mise en œuvre, la technique, n'est pas secondaire, n'est pas subalterne, qu'elle fait totalement partie intégrante du geste artistique. Et si je m'intéresse donc là aux relations entre art et industrie, c'est donc à l'invitation de la directrice du FRAC de Dunkerque. Et le projet que je vais mettre en œuvre, donc à partir de juin 2027, va s'appeler Tout reprendre. Et tout reprendre au sens à la fois le littéral, de s'interroger sur toutes les pratiques de reprise, de réemploi, de recyclage, mais aussi dans un sens plus large, plus métaphorique, c'est-à-dire reconsidérer, repenser de nouvelles façons de faire industrie, avec une double intuition ou une double hypothèse. La première hypothèse, c'est que l'industrie, elle ne produit pas seulement des biens. L'industrie, elle ne produit pas seulement des objets, des bicyclettes, des ordinateurs, des services, mais qu'elle produit aussi un nouveau monde, que l'industrie, c'est une nouvelle façon de faire monde, qu'elle produit la société, qu'elle produit nos relations, et qu'elle produit même nos subjectivités. Quand vous voyez à quel point nous sommes construits par les industries culturelles et créatives, à quel point nous sommes construits par les objets industriels, par exemple, à partir du moment où on a inventé le Walkman, c'est-à-dire qu'on a inventé la possibilité que l'expérience de l'écoute de la musique soit solitaire et puisse avoir lieu dans l'espace public, c'est bien que l'industrie, si vous voulez, elle construit une nouvelle façon d'être au monde et un nouveau type de sociabilité. Donc la première intuition, la première hypothèse, c'est cette idée que l'industrie, elle construit un nouveau monde, elle construit un nouveau réel, et que ce réel, il arrive dans le monde de l'art à la façon comme ça d'une effraction, et que cette effraction, elle s'incarne à deux endroits, dans deux avant-gardes, qui sont au niveau, dans les arts plastiques, c'est évidemment le ready-made de Marcel Duchamp, c'est-à-dire que l'objet industriel lui-même, il fait effraction dans l'ordre de la représentation et il est déposé dans le musée. Et puis au plan du son, vous avez la même chose qui se passe avec l'art des bruits de Luigi Russolo, donc le futurisme, et c'est le début de ce qu'on va appeler la musique concrète ou la musique industrielle, jusqu'à aujourd'hui la noise, c'est-à-dire ces sons réels, le réel lui-même qui rentre dans la représentation. Avant cela, vous avez tout un moment où la représentation va essayer de s'approprier ce nouveau réel. C'est par exemple les dessins mécanomorphes de Picabia, où vous avez donc ce mécanomorphisme qui dit très exactement que le modèle n'est plus l'homme ou la nature. Pendant très longtemps, c'est la nature qui est le modèle de l'art. Eh bien, ça va devenir l'industrie.
Et puis la deuxième hypothèse que je ne vais pas développer pour n'être pas trop long, mais que je pose ici en pierre d'attente, c'est que les artistes, les designers, les créateurs ont quelque chose à nous dire, nous ouvrent la voie, nous indiquent de nouvelles façons de faire industrie qui permettent de dépasser un certain nombre d'antinomies dont on n'arrive pas à sortir aujourd'hui, par exemple entre réindustrialisation ou désindustrialisation, ou bien ces oppositions un peu caricaturales entre artisanat et industrie, ou entre ce que Marx va distinguer en disant la manufacture et la grande industrie, entre l'artifice et le naturel. Les artistes, les designers nous montrent des façons de dépasser cela, d'imaginer de nouvelles façons de faire industrie. J'y reviendrai. Merci. Et justement, puisque, comme on le disait bien, il y a beaucoup de manifestations et d'expressions différentes de l'Art Faber qui sont bien trop nombreuses pour toutes les aborder, c'est peut-être intéressant de s'arrêter sur un cas particulier, notamment votre travail, l'or qui est montré au sein de la foire. Je vais d'ailleurs essayer de le mettre sur l'écran. Et peut-être que vous pouvez nous dire, dans vos mots, comment les mondes économiques, eux, ont trouvé leur place dans votre travail, et plus précisément dans le travail que vous montrez ici sur la foire. Oui, c'est bon. Mon travail ne parle pas directement du travail, mais développe des récits sur l'architecture, l'habitat, l'urbanisme, les systèmes sociaux qu'ils contiennent et parfois le rapport au vivant qu'ils entretiennent. Et à ce titre, en fait, l'organisation spatiale des communautés de vie, notamment celles de la main-d'œuvre, traverse ainsi nombre de mes projets. Dans celui-ci, en fait, c'est donc celui qui le rucher des Amiraux que vous avez sur l'écran, mais que vous pouvez retrouver sur le stand aussi. C'est issu d'une recherche qui s'appelle Forme collective et qui est une traversée de l'histoire de l'habitat collectif, notamment en France, et qui est croisée avec le rucher, en fait, l'apiculture. Comment on peut rendre enfermer des abeilles pour qu'elles produisent, et en même temps la question de l'habitat. Voilà, les abeilles produisent ce miel et en même temps elles réfléchissent à comment habiter. Et dans un système très démocratique qui est l'essaim, où elles vont chercher des propositions et il faut qu'il y ait l'unanimité pour qu'elles décident de partir s'installer dans une ruche ou ailleurs. Mais souvent elles sont rattrapées, mises dans des ruches pour produire. Et donc ce projet commence avec là le rucher des Amiraux qui vient du bâtiment de l'immeuble des Amiraux dans le 18e à Paris, qui date de 1922 et qui a été réalisé par Henri Sauvage et qui est un HBM, un des premiers habitats sociaux. Merci. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement c'est une thématique qui s'inscrit dans votre travail de manière tout à fait naturelle et finalement vous n'en faites pas un objet de critique, de dénonciation. Comme je disais dans l'introduction, vous élargissez quand même ce champ de vision. J'aimerais peut-être m'attarder sur cette question-là justement, puisque je pense qu'on a tendance à assimiler ce genre de thématique à des regards plutôt dénonciateurs et critiques. Quel champ d'expression recouvre l'art Faber ? Est-ce que peut-être que vous pourriez nous donner une sorte d'aperçu pour élargir un peu les a priori qu'on a ? Alors en réalité, la perception de l'art Faber est très large. On peut soit avoir une vision neutre, l'artiste peut le représenter de façon réelle, et donc on a un aspect un peu documentaire. On peut avoir
une critique qui soit une critique sociale sur le travail et sur le monde économique de façon générale et la façon dont il fonctionne, ou au contraire être laudatif, notamment pour tous les travaux qui sont des travaux de commande ou des œuvres d'art qui sont commandées par les mondes économiques et qui en passent par un travail d'artiste et qui valorisent évidemment le travail, parfois avec une vision un peu évidemment paternaliste. Alors je dirais que c'est traversant, évidemment, comme c'est consubstantiel, l'art Faber, du fonctionnement des sociétés humaines de façon générale, on le retrouve partout et en tout lieu, mais on le retrouve dans toute l'expression de ce qu'est l'humanité de façon générale et tous les secteurs. On trouvera dans la poésie, on trouvera dans l'architecture, on vient d'en parler, et ils sont tous l'expression, me semble-t-il, du fonctionnement des sociétés et de la manière dont elles veulent évoluer et des intentions et de leurs intentions propres. C'est pourquoi on va le retrouver aussi dans les différents styles qui sont développés par les artistes. Donc, en commençant par les naturalistes qui vont représenter la réalité telle qu'elle se présente, en dénonçant les conditions de travail des travailleurs dans les entreprises ou dans le monde agricole, par exemple, jusqu'à arriver peu à peu à une sorte d'appropriation de l'industrie et de l'objet créé avec le Bauhaus, où on retrouve la remarque qui a été dite, où l'artisanat se réconcilie avec l'industrie, avec l'art, et fait une nouvelle proposition qui permet alors une réappropriation sociale par l'art, mais aussi par l'industrie. On peut parler aussi de l'époque contemporaine où l'artiste devient un individu à proprement parler. Il est aussi le reflet évidemment de son époque. Dans cette société qui est plutôt individualiste, on retrouve moins ces phénomènes collectifs et ces mouvements en isme comme on a connu futurisme, impressionnisme, etc., où l'artiste individu s'exprime en tant que lui-même sur une position qui est la position de son temps. Je dirais peut-être que l'élément le plus collectif dans l'appréciation contemporaine de l'artiste, c'est, me semble-t-il, l'écologie et la question écologique qui concerne toute l'humanité et le fonctionnement des industries aussi, et qui est encore l'élément le plus collectif, me semble-t-il. Ouais. Alors je me permets, je vais faire défiler aussi les images du parcours pour ceux qui ne les ont pas forcément vues, parce qu'on parle justement des différentes expressions et c'est parlant peut-être d'avoir des images à l'appui. Emmanuel, de votre côté, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur cette question justement des différents champs d'expression qui dépassent un peu les a priori qu'on peut avoir sur l'art Faber? Oui. D'abord, il me semble important de rappeler qu'il y a l'industrie, le monde de l'industrie, c'est-à-dire de la production en série, de la production à grande échelle, avec des machines qui vont peu à peu aliéner ou qui vont en tout cas être mises au travail comme ça par l'humain, avec la possibilité qu'elles remplacent comme ça petit à petit l'être humain, ce qu'on continue de vivre du reste avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'industrie et comme l'IA aujourd'hui ont toujours été perçues de façon extrêmement ambivalente. Et dès l'origine, le grand moment du surgissement de l'industrie, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle, et ça se passe en gros au milieu du 19e siècle. Et très très vite, vous allez avoir de la part des écrivains, de la part des artistes, de la part des poètes, des positions extrêmement ambivalentes. Vous avez quelqu'un qui assiste à l'épicentre de la révolution industrielle, c'est-à-dire Londres, qui assiste en direct à ce qu'il considère comme une espèce de dévastation de la nature par l'industrie. C'est William Morris qui n'aura pas de mots assez durs pour condamner les ravages de l'industrie, non seulement sur la nature, mais aussi sur nos modes de vie. Et il oppose à cela une espèce de figure comme ça de l'artisan et de la vie bonne. Et où vous avez, chez nous en France, par exemple, en 1859, Baudelaire écrit cela: « Les obélisques de l'industrie, vomissant contre le firmament leur coalition de fumée, douloureux et glorieux décor de la civilisation. » Donc vous avez cette vision comme ça complètement sombre qui continue d'exister dans toute la critique, par exemple, écologique dont l'industrie fait l'objet.
chez des penseurs comme par exemple les auteurs d'un livre qui s'appelle Héritage et fermeture, enfin, cette idée qu'il faut en finir avec l'industrie parce que l'industrie est du côté du mal et du sale. Et puis, d'un autre côté, vous allez avoir par exemple Apollinaire qui ouvre son merveilleux recueil Alcool par un extraordinaire poème qui s'appelle Zone et dans lequel vous lisez « J'aime la grâce de cette rue industrielle ». On est en 1913, donc l'industrie là est carrément associée à ce qui est une notion même religieuse, hein, qui est celle de la grâce. Et du côté des arts plastiques, 4 ans plus tard, quelques années plus tard, en 1922, Fernand Léger écrit ceci: « J'aime les formes imposées par l'industrie moderne. Je soutiens qu'une mitrailleuse ou la culasse d'un 75 sont plus sujets à peinture que 4 pommes sur une table ou un paysage de Saint-Cloud. » Donc vous voyez comment cette figure-là de l'industrie se substitue à la nature et devient plus intéressante en fait pour l'artiste. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que cette ambivalence, elle continue d'exister, mais un peu sous la forme du dépassement. C'est-à-dire que l'industrie, par exemple, va nous permettre de dépasser l'opposition entre ce qu'on appelle d'un côté le dessin d'observation ou le dessin technique, qu'on a tendance à dévaloriser quand on le considère du point de vue des beaux-arts, et d'un autre côté, vous auriez le dessin expressif, le dessin artistique. Et si vous prenez des gens comme Konrad Klapek, par exemple, des gens qui viennent par exemple du design ou du graphisme, qui vont être dans cette espèce de représentation figurative extrêmement précise, ou bien quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Lanclos, dont vous avez des dessins absolument merveilleux dans les collections du Centre Le Pompidou, et qui sont des dessins en fait de grues, et ou de paysages industriels. Alors ce qui ne va pas, c'est une espèce de risque d'enchantement un peu naïf, c'est la fascination qu'on peut avoir devant les photographies des Bécher, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fascination comme ça pour l'objet industriel. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que l'art nous met en présence de cette ambivalence de l'industrie, ce qu'elle peut avoir de fascinant, de merveilleux, et d'autre part, ce qu'elle peut avoir d'aliénant. Et je crois qu'il nous appartient aujourd'hui de dépasser en fait un certain nombre de contradictions et de faire face à cette ambivalence plutôt que d'être d'un côté ou de l'autre. Alors justement, j'aimerais demander à Laure, justement, puisque vous êtes enseignante à l'École des Beaux-Arts de Bourges et que vous avez vraiment une expérience sur le terrain, et puis aussi en tant qu'artiste, évidemment, de revenir un peu aussi sur la manière dont ça s'incarne très concrètement auprès des élèves, cette scission, ou pas du tout, entre ces deux univers qui ont pu paraître irréconciliables et qui le sont beaucoup moins qu'on le croit. Dans votre expérience, est-ce que cette lisière entre le monde de l'industrie et le dessin ou la création de manière générale existe, ou est perçue comme quelque chose de très rigide et difficile à dépasser pour les élèves? Alors j'enseigne dans l'École nationale supérieure d'art de Bourges, qui est une école qui a été créée, une école qui était au départ une école d'art appliquée à l'industrie et qui a été créée à Bourges parce que c'était un lieu de fabrication de l'armement. Voilà, donc une école d'art surgit dans une ville parce qu'il y a de l'armement. Depuis, la question de l'industrie a été évacuée de l'enseignement, a disparu, et c'est maintenant une école qui a uniquement l'option art. Donc en fait, ce passage de l'industrie à l'art dans mon école n'existe quasiment plus, puisqu'on discute que d'une partie. Mais il n'empêche que ces questions sont... les étudiants vivent dans notre société, pas du tout coupés du monde. Donc évidemment, ces questions surgissent. Un étudiant vient de développer un travail sur les zones industrielles, par exemple. Ça c'est un cas, mais il y en a beaucoup d'autres.
Parce qu'il y a aussi la manière, on l'évoquait, enfin Emmanuel l'évoquait tout à l'heure, dont l'industrie s'immisce dans la création ou l'influence de manière plus indirecte aussi, puisque forcément vous enseignez à des élèves qui sont face à une inégalité de moyens de production, qui viennent de milieux très différents, qui doivent aussi transmettre peut-être aussi leur réalité et leur rapport au monde économique dans lequel ils vivent. Donc c'est peut-être aussi une autre voie. Oui, l'école de Bourges est une école nationale, mais c'est une ville où il ne coûte pas très cher de vivre, enfin d'habiter. Et donc nous avons, pour cette raison, beaucoup d'étudiants boursiers et des étudiants venant de milieux populaires, aussi favorisés, mais quand même un grand nombre d'étudiants populaires. Et c'est vrai que on se rend compte dès le moment des études de leurs difficultés, parce qu'il faut travailler en même temps sur un travail alimentaire en même temps que les études. Voilà, donc c'est des difficultés dès le départ qu'on peut constater, mais qui vont se perdurer après l'école, parce que il est évidemment beaucoup plus difficile de poursuivre une carrière d'artiste si on doit multiplier les petits boulots pour payer son logement, voire pour payer son atelier. D'ailleurs, en ça, le dessin peut être une des manières économiques de continuer à travailler, parce que ça coûte généralement pas très cher. Mais on note vraiment ces difficultés, en tout cas ces inégalités, et il est très important, enfin moi en tant qu'enseignante j'essaie de soutenir les étudiants qui sont dans ce cas-là, aussi pour que les récits qui sont amenés dans des lieux comme ici soient des récits qui viennent pas seulement d'une catégorie de la population, mais aussi des artistes qui viennent de milieux populaires. Qui puissent exister, en fait. Qui puissent être représentés, qu'ils aient accès que leurs histoires émergent. Et donc, on parle des différentes porosités, de la manière dont ces deux univers s'influencent mutuellement. Pourquoi existe-t-il encore une certaine réticence à envisager l'artiste comme étant intégré à la réalité des mondes économiques, et donc à appréhender aussi le dessin ou la création comme un objet d'étude qui peut être aussi étudié sous ce prisme. Peut-être, Grégory, ce serait intéressant que vous nous en disiez plus, parce qu'il me semble que aussi, par rapport aux différences géographiques, il y a une différence sur ce plan par rapport à la France, quant à la perception justement qu'on se fait de l'art Faber. Tout à fait. Et c'est l'intérêt, évidemment, de ce collectif qui est international et qui permet de rendre, évidemment, en miroir la façon dont c'est perçu par les différentes nations. Donc la Belgique est évidemment une nation industrielle de premier plan, avec l'Angleterre. Bien entendu, il y a eu des implantations d'industries très importantes en Belgique, de telle manière que les artistes ont vu éclore cette industrie, qui est apparue d'abord comme une sorte de perversion, un pervertissement de la nature. Il y a ensuite eu une accoutumance, et ensuite il y a eu un dépassement, donc une sorte d'assimilation de ce paysage industriel qui a été assimilé au travers de différentes créations. Je pense à Constantin Meunier, par exemple, qui est un artiste belge qui représente différents paysages industriels, mais on a aussi dans le paysage liégeois, puisque Liège est un bassin industriel très très développé, différents artistes liégeois qui représentent ce paysage industriel, et on en parlait aussi précédemment, qui finissent par le poétiser, c'est-à-dire qu'il est tellement imprégné, il imprègne tellement l'artiste que sa création en rend une vision tout à fait poétique. Alors en Belgique, on a, je pense, pas trop de réticence à voir cette représentation. C'est peut-être un peu plus le cas en France, excepté pour le Nord, où on a vu quand même beaucoup d'industries qui se sont implantées, et qui provient de la façon peut-être d'envisager le travail plutôt sous l'aspect politique, c'est-à-dire un combat pour la défense des travailleurs qui sont accablés par le labeur et la tâche,
Et donc cet engagement qui va vers plus un style qui idéaliserait plutôt qu'un style qui présenterait les choses telles qu'elles sont. Alors, de quoi puis-je parler encore? Non, mais je pense que déjà ce que vous dites est très intéressant de voir la différence un peu qui se creuse entre les deux. Il y a aussi la question peut-être de la manière dont les mondes économiques influencent aussi la création des artistes, peut-être le mécénat à une époque, comment voilà, cette évolution des moyens qu'on donne aux artistes aussi a pu conditionner leur pratique. Tout à fait. Donc, si on part d'un art qui est un art de commande, il y a évidemment toute une série de critères qui sont recommandés par le commanditaire, à charge évidemment de l'artiste de s'engager ou pas dans la représentation de ce qui lui est demandé de représenter. Mais l'artiste nourrit aussi les mondes économiques par sa vision, qui est une vision tout à fait personnelle et singulière, et qui n'en passe pas alors évidemment par une notion de commande. Je pense qu'il y a, et c'est vers ça probablement que le 21e siècle va aller, c'est-à-dire qu'on est en train de dépasser l'accoutumance industrielle. D'ailleurs, on le voit dans ton travail. Il y a une sorte d'adoption de cette industrialisation de telle manière qu'on va pouvoir la dépasser et se jouer d'un courant alternatif entre les mondes industriels et entre la création et les créateurs, de telle manière qu'il y ait comme ça un mouvement d'aller et retour. Oui, c'est un peu aussi ce que vous avez commencé à soulever quand vous avez parlé un peu de votre rôle en tant qu'enseignante. Et Emmanuel, justement, puisque vous avez cette vision aussi des problématiques des étudiants à l'école, à l'ENSAD, peut-être que vous pouvez revenir un peu sur la conception de l'artiste, comment elle a évolué et comment on peut peut-être la considérer en relation avec l'industrie aujourd'hui, par rapport à en temps. Là aussi, je pense qu'on gagne à activer cette distinction, disons, entre beaux-arts et art décoratif, ou beaux-arts et design. C'est-à-dire que vous avez toute une représentation de l'artiste qui se construit comme quelqu'un qui est à l'opposé du travail, dans une espèce de vision critique du travail. C'est Rimbaud qui parle de son siècle en disant « quel siècle à main ». C'est Breton qui dit « ne travaillez jamais ». Donc ça, c'est une espèce de vision comme ça romantique de l'artiste, et qui va rencontrer aussi la vision, disons, de l'artiste le conceptuel, et c'est le Duchamp comme un artiste, le Duchamp qui ne travaille pas et qui se détache, enfin qui détache complètement le fait de faire œuvre de toute le besogne. C'est Duchamp qui passe sa vie à jouer aux échecs. Et je pense que vous avez une espèce de rencontre comme ça entre une tradition romantique et une tradition conceptuelle, qui vont construire comme ça une figure de l'artiste qui n'est pas du côté du travail. Et puis, enfin, qui n'est pas du travail, qui est dans une position comme ça critique à l'endroit du travail, à l'endroit aussi du négoce, en opposant aussi le loisir, l'osium au négocium, au négoce, au commerce. Et puis d'un autre côté, vous avez cette figure de l'artiste des arts décoratifs, cette figure du designer. Et ce qui peut m'inquiéter aujourd'hui, c'est ce que j'observe, c'est une espèce de fascination des étudiants en design pour cette figure de l'artisan, pour le monde de l'artisanat, mais qui s'articule tout de même assez difficilement à une pensée conséquente de gauche, c'est-à-dire une pensée soucieuse de l'égalité et de la distribution équitable des richesses, parce que si vous ne pensez pas la question de l'industrie, il devient extrêmement difficile de penser la question de l'humanité commune, de la production à grande échelle. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le destin aujourd'hui de l'artisanat, à travers ce qu'on appelle de cette façon comme ça un peu qui vient sublimer l'artisanat, les métiers d'art, le destin
au bout des métiers d'art, vous avez le luxe quand même. C'est-à-dire vous avez tout cet imaginaire de l'excellence qui est quand même le contraire de l'imaginaire de l'humanité commune, de l'imaginaire du bien commun, de l'imaginaire de l'intérêt général. Et donc, un des enjeux majeurs, à mon sens, de nos établissements d'enseignement supérieur artistique, dès lors qu'ils se soucient de design, il est de réarticuler, si vous voulez, l'image du design à la question de l'industrie, en prenant bien soin tout de même de ne pas verser dans une espèce d'image du designer qui serait un peu pris en sandwich entre l'ingénieur et le marketeur et qui n'aurait pas de véritable rôle créatif. Il me semble que ce qu'on peut en tout cas attendre aujourd'hui des designers à l'endroit de l'industrie, c'est une espèce de pensée des usages, de l'orientation de l'industrie sur une voie le plus vertueuse, à travers, encore une fois, des voies médianes, telles que, par exemple, ce qu'on peut appeler la semi-industrialisation, ou des formes d'industrialisation prudente du vivant. Enfin, il y a comme ça des voies intermédiaires, et en tout cas, moi, je conçois... Enfin, il me semble que le rôle d'un directeur d'école d'art aujourd'hui, il est de se rappeler de ce que vous le disiez, c'est-à-dire que l'école d'art de Bourges, elle est née parce que Bourges était une ville industrielle qui produisait de l'armement. Moi, j'ai été à Saint-Étienne, l'histoire de l'école d'art et design de Saint-Étienne, c'est la même. J'étais à Valence, c'est que le Valence dans la Drôme, vous avez aujourd'hui une option design graphique, mais ça a été une école de communication parce qu'il fallait produire des réclames. Toute l'histoire des écoles d'art, toute l'histoire des enseignements supérieurs artistiques, elle est liée au développement industriel du pays. Et il faut éviter, je pense, des espèces de visions qui sont aujourd'hui caricaturales et qu'on peut éviter, par exemple, en ayant à l'esprit que Saint-Étienne, ville de manufacture d'armes, avait dans son école une serre parce que l'un des enseignements les plus importants, c'était la classe de fleurs. Et pourquoi ? Parce que la fleur était ce motif qui venait orner les crosses des armes à feu. Et que là où on a tendance à distinguer, à se dire... Mais non, d'un côté, il y a les fleurs et de l'autre côté, il y a les armes. Non, le réel, c'est toujours la complexité. Le réel, c'est toujours la contradiction. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui enseigner, c'est précisément de former des esprits qui sont capables d'assumer, d'incarner, de porter ces contradictions et de ne pas se laisser, ne pas être dans ces positions... Enfin, ce dont on souffre beaucoup aujourd'hui, je pense, c'est l'incapacité de penser la contradiction et d'être sommé toujours de choisir un camp, de choisir une position qui est une position antagoniste. Cette position intermédiaire, cette manière de faire un peu le pont entre ces deux univers, comment est-ce que déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, cette nécessité de faire un pont, et puis est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez auprès de vos élèves ? Je ne saurais pas dire ça. En fait, peut-être je vous répondrai avec un travail que j'ai réalisé. En fait, pendant une année, avec un groupe d'étudiants, de collègues et un atelier de recherche qui s'appelle Des lieux sans lieu, nous avons eu comme terrain d'études Vierzon, qui était une ville industrielle qui a perdu beaucoup de ses industries, et nous avons fait un travail de recherche, d'archives, de rencontres, de sociologie. Au lieu d'être en cours à Bourges, en fait, on se déplaçait sur ce terrain. Et donc, pendant un an, en fait, il y a eu cette expérience d'une ville qui a changé, dont on voit les vestiges des industries. Et les étudiants ont produit des pièces, enfin des œuvres en lien avec cette histoire. Et on a eu des choses extrêmement différentes qui ont ensuite été additionnées, enfin fait partie du parcours de la Biennale d'architecture du Frac Centre qui était à Vierzon à ce moment-là. En fait, ce travail voilà, donc c'est aussi un encouragement de penser ces questions.
moi aussi, j'avais produit aussi une œuvre j'étais invitée en tant qu'artiste, et puis voilà, on a emmené le groupe d'étudiants. Ça se passe parfois comme ça. Et j'ai découvert à Vierzon, par exemple, qu'on parlait toujours du travail des hommes. D'ailleurs, du travail qui a été disparu, mais celui des hommes. Il restait les forges qu'on avait gardées, il restait toutes ces histoires relayées dans le musée. Et puis, finalement, en creusant un peu, on a compris qu'il y avait... que quasiment toutes les Vierzonaises et les villages alentours qui cousaient chez elles, qui avaient vraiment un savoir-faire très important, puisque les vêtements qui étaient issus de leur travail étaient vendus dans les grands magasins à Paris et ailleurs. Mais en fait, pour tout le monde, elles ne travaillaient pas, puisque ça se faisait chez elles, à la pièce, qu'on venait leur apporter le patron, le tissu, et qu'on leur reprenait à la fin de la semaine. Donc elles étaient là, elles travaillaient, oui, enfin, et elles gardaient leurs enfants, elles faisaient... Et donc ça, c'est un travail qui a été complètement invisibilisé, et qui depuis, grâce à une sociologue, avec des entretiens, a commencé à ressurgir, a été intégré au musée de Vierzon. Et moi, j'ai imaginé un monument pour ces femmes, qui est dans la collection du Frac Centre et qui est resté dans la ville de Vierzon. Voilà. Que l'on peut voir donc à Vierzon. Oui, d'accord. Exactement. Peut-être pour finir, parce qu'il reste peu de temps, mais j'aimerais ouvrir justement sur les modes de diffusion de ce type d'œuvres, Art Faber. Et donc, peut-être, si en quelques mots, vous pouvez me dire, Grégory, les structures qui existent pour accompagner ce pan de la création et les moyens de diffusion qui existent aujourd'hui. Alors les moyens de diffusion, tout d'abord, c'est se donner la liberté de pouvoir les étudier de façon tout à fait objective, débarrasser d'idées reçues, en donnant de la nuance, comme ça a été dit aussi précédemment, dans la perception qu'on a des choses. Donc les exposer, ces œuvres, tout simplement dans le parcours des expositions permanentes des musées. J'en profite pour dire qu'on va fêter les 10 ans du musée La Bovary à Liège, et que donc on va ressortir des réserves toute une série d'œuvres qui sont tout à fait inédites, dans lesquelles se trouvent des œuvres Art Faber. Mais aussi en impulsant dans les écoles d'art et dans les académies des beaux-arts un regain d'intérêt pour la représentation de l'art et du travail, relier et refaire du lien entre les capitaines d'entreprise, mais aussi les artistes, de telle manière qu'il y ait comme ça ce mouvement de flux et de reflux, réintégré dans les objets de la vie quotidienne et dans notre environnement, du beau, de l'esthétique qui soit lié à l'industrie également. Donc ça me semble être des pistes tout à fait intéressantes pour exploiter cet Art Faber. Et finalement, peut-être que le collectif Art Faber qui se développe maintenant et qui arrive en ce temps précis n'est peut-être pas un hasard, à un moment où les 30 Glorieuses s'effacent et deviennent un lointain souvenir, où le travail était légèreté et où on s'adonnait au loisir, où on voit le travail qui devient beaucoup plus laborieux. Je pense qu'on est tous concernés par les choses. Eh bien, justement, peut-être qu'il est temps de le réenvisager aussi d'une manière plus objective, me semble-t-il. Voilà. Alors, je vais quand même garder peut-être les 5 dernières minutes, à moins que vous ayez envie de conclure aussi sur cette question de la diffusion, mais sinon, on peut peut-être ouvrir la conversation et poursuivre ça sous le mode d'un échange. Voilà, s'il y a des questions que vous aimeriez partager avec les intervenants, ils sont à votre disposition. On a été très clair. Bon, mais merci alors. Sur ce, on sera encore ici à votre disposition si vous voulez poursuivre l'échange. Merci pour votre venue. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges.